Hello, hello, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On démarre donc cette nouvelle semaine sous un beau soleil, par ailleurs ici. Je ne sais pas s'il fait beau par chez vous, donc mais en tout cas, il fait ici très très beau. Ça présage que du bon. J'espère que vous avez passé aussi un bon week-end. Pour ma part, j'ai passé un très très bon week-end, assez déconnecté, j'ai envie de dire, parce qu'on est parti avec ma compagne se faire un petit week-end en amoureux et c'était bien sympa. Ça nous a bien ressourcés et donc on va démarrer tranquillement sur, les actus tech, de la semaine. J'ai pas trop grand-chose, de croustillant, cette semaine, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Salut donc, salut Fabien, salut Alex, qui y a d'autres ici sur le chat? Je ne vois pas encore. Arthur le Viking, bonjour. Bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement. On va démarrer, tranquillement. Donc, je sais qu'il y a l'ami Thierry Titimobi qui a dit qu'il avait une grosse migraine, donc il ne va pas streamer juste après, a priori. Donc, bah, on fera pas un raid sur sa chaîne pour terminer. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va commencer sans plus attendre sur les news de la semaine. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. C'était, salut Yom, c'était la sortie du noyau Linux 6.2 RC7 et donc nous voici une semaine après, voici la 6.2 RC8 qui vient de sortir. Donc, comme à son habitude, ce genre de release candidate inclut beaucoup de correctifs, très peu de nouveautés, hein, puisque la fenêtre d'intégration est terminée depuis un petit moment. Et donc, Linus Torvald est en train d'intégrer surtout des correctifs. On est sur une RC8. Normalement, la sortie de la version 6.2 finale devrait être normalement la semaine prochaine. Sauf gros problème, on devrait se fendre d'une version 6.2 dès la semaine prochaine, normalement. Donc, nous verrons bien, sachant que, comme je l'ai dit la semaine dernière, la version 6.1 a été déclarée comme étant une LTS, donc Long Term Support, et elle sera donc supportée, je ne sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière, je ne sais plus si c'est 2023 ou 2025, on va aller regarder ça. Kernel.org, Zoo. Alors, la 6.1, je sais plus. Je sais plus où c'était. Browse changelog, hop, je sais plus où c'était marqué. Donc bref, toujours est-il que la 6.1 est une long term support, donc qui va être supportée pendant un petit moment. Les distributions qui sont basées sur la 6.0 vont très rapidement bumper sur la 6.1 si ce n'est pas déjà fait. Je vais d'ailleurs en parler tout à l'heure pour une distribution Linux que je vais vous présenter. Donc voilà, rien d'exceptionnel sur cette version, donc on s'approche tranquillement de la version 6.2. Et on va passer donc à la suite. Alors, je reviens ici. Salut Fixulab, salut, bienvenue, ça fait plaisir. Hey, salut Aurélie, j'espère que tu vas bien. Bah écoutez, ça fait plaisir de vous voir ici. Salut Anne-Vue. Bah écoutez, il y a quand même pas mal de beau monde ici. On va passer un bon petit moment. La news suivante. Alors j'en ai parlé, je crois que c'était hier. Me semble-t-il, de mémoire. Et donc, je vous ai parlé de ZSTD. ZSTD, donc la sortie de ZSTD, donc qui veut dire Z Standard, donc en version 1.5.4. Donc Z Standard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil, un algo de compression qui a été développé depuis plusieurs années maintenant par Facebook et donc qui a été réalisé en open source. Il vient concurrencer globalement la plupart des algos assez connus comme gzip ou bzip. Il propose vraiment des taux de compression et de décompression qui sont assez élevés, donc des taux de compression élevés avec une décompression qui est très rapide. L'accent est vraiment mis sur la vitesse de décompression et ça c'est plutôt cool. Et la partie compression est vraiment relativement rapide mais surtout très 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 efficace. Donc c'est quelque chose qui est utilisé maintenant depuis plusieurs années. On commence à voir ZSTD utilisé à plein d'endroits. Je le disais notamment hier dans le thread dans lequel j'en parlais.
C'est utilisé aussi au sein du noyau Linux, c'est-à-dire que le noyau Linux, enfin, pour ceux qui connaissent, je vous apprends rien, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. C'est-à-dire que lorsqu'on compile le noyau Linux, à la fin de la compilation, le noyau est comprimé, on se retrouve avec un fichier qui s'appelle soit VM-Linux, soit BZ-Image, donc qui est une version comprimée du noyau, ce qui permet de le charger très rapidement en mémoire et donc de le décompresser à la volée lors du boot. Donc on peut choisir plusieurs algos de compression pour le comprimer. Le plus commun est gzip, puisque gzip est un algo qui est super connu, super robuste, relativement efficace, mais qui ne propose pas les meilleurs taux de compression, entre guillemets. Par contre, il a l'avantage d'être vraiment universellement supporté et relativement simple. Et donc le noyau Linux propose aussi du bzip et notamment du ZSTD. Donc si vous compilez votre noyau, vous pouvez utiliser ZSTD comme méthode de compression de décompression. Alors pourquoi choisir ZSTD ou gzip ou ce genre de choses? En fait, ça va dépendre des caractéristiques de la machine cible. C'est-à-dire que l'avantage de gzip, c'est une compression très simple qui demande très peu de ressources en termes de puissance de calcul et aussi en termes de mémoire. Et aussi, par contre, comparé à ZSTD, ZSTD, lui, par contre, va demander un peu plus de mémoire pour pouvoir justement gérer son dictionnaire de compression et donc de décompression. Donc, si vous avez en dessous d'une certaine quantité de mémoire au boot, potentiellement ZSTD ne va pas pouvoir décomprimer le noyau et vous allez vous retrouver avec une impossibilité de boot, potentiellement donc un kernel panique. Donc ZSTD, on va plutôt l'utiliser donc lorsqu'on a un très très gros noyau, avec beaucoup de choses qui sont compilées en interne, je dirais en dur, mais donc pas en tant que module, et plutôt, je dirais plutôt sur des machines qui ont un petit peu de mémoire. Voilà. Je dirais qu'une machine en dessous d'1 giga, il ne faut pas utiliser ZSTD. Alors vous me direz, machine en dessous d'1 giga aujourd'hui, les gigas c'est commun, parce qu'on pense au PC, mais il y a plein de systèmes, par exemple des systèmes embarqués qui n'ont pas énormément de mémoire embarquée, et donc ZSTD peut ne pas être applicable dans ce cas-là. Par contre, pour des machines un peu plus équipées en termes de mémoire, ça peut être un très très bon candidat, parce qu'il permet quand même aussi d'économiser de la place par exemple sur le disque de boot. En termes de ressources, c'est quand même, il est assez rapide donc à la décompression, donc c'est un algo qui vraiment a du sens. Il est aussi utilisé dans Proxmox VE, c'est-à-dire que les backups, tout ce qui est comprimé, par exemple, dont les backups, c'est comprimé avec du ZSTD, ce qui permet d'avoir des taux de compression qui sont relativement élevés et surtout une vitesse de compression des backups qui est aussi accrue. C'est pas inintéressant lorsque vous avez un cluster de virtualisation avec des grosses VM, etc. Dès lors où vous sauvegardez vos VM, vous sauvegardez les images, par exemple, chaque nuit, toutes ces précieuses secondes, voire minutes qui sont gagnées, c'est pas inintéressant parce que ça permet de générer vos backups assez rapidement et donc d'éviter de faire en sorte que votre tâche de sauvegarde dure trop longtemps. Alors ça, c'est dans le cas où on utilise la sauvegarde de Proxmox VE qui est intégrée et qu'on n'utilise pas évidemment Proxmox Backup Server. Le Proxmox Backup Server, c'est très très différent puisqu'il va il va réutiliser des blocs qui sont déjà sauvegardés et faire de la sauvegarde incrémentale, ce genre de choses. Voilà. Écoute, merci Alex, je vois, qui me dit, je profite de l'occasion qui m'est donnée de te dire merci pour tes tweets journaliers qui me font découvrir des personnalités diverses, mon petit café du matin, avec tes tweets au quotidien. Voilà. Donc merci beaucoup. Écoute, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien partager tout ça et notamment ce dont tu parles, c'est la petite info du jour. Donc sur les personnalités célèbres, je l'ai déjà évoqué ici, puis on l'a déjà évoqué par ailleurs. Moi, j'aime beaucoup parler de ça parce qu'il y a beaucoup de personnages célèbres qui sont parfois un petit peu oubliés du grand public et donc remettre la lumière dessus, c'est plutôt, je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'avoir un petit peu plus de culture générale, voilà. Voilà, je vois que mes commentaires ne s'affichent pas tous. Alors il y a Fixulab qui dit +1 Alex Orem, c'est un vrai plaisir en effet. Voilà. Et donc Canvu qui me dit yes, ZSTD beaucoup plus intéressant que gzip. Quand j'ai le temps, j'utilise XZ. Ouais, il y a aussi l'algo XZ qui est aussi utilisé. Les deux se décompressent très très vite. Ouais, absolument. Donc, sachant que ZSTD va quand même au-delà, c'est vraiment un algo qui est assez performant. Donc, pour revenir un petit peu à la version 1.5.4, c'est une très très grosse version, malgré le fait que c'est entre guillemets une version mineure. Il y a eu plus de 600 commits qui ont été intégrés à cette version.
beaucoup d'accélération au niveau des perfs. Donc, il y a plusieurs tableaux qui montrent les gains en performance. Donc, on voit sur différentes architectures et sur des fichiers de test qui sont rejoués à chaque nouvelle version. Donc, ce qui permet de voir le delta si on gagne ou si on perd en vitesse de compression. Donc, on voit par exemple sur des plus 8% en termes de vitesse, des plus 4%, plus 10%, plus 11%, etc., etc. Donc, selon les architectures, selon les CPU, selon les suites de tests, évidemment, on ne va pas forcément avoir exactement les mêmes gains, mais le plus souvent, les gains sont quand même pas inintéressants sur cette version. Donc, il y a eu d'efforts qui étaient mis sur les performances au niveau des entrées-sorties. Là, vous le voyez à l'écran. Donc, on voit des performances accrues de 16%, 27%, 28%, 45%, etc. Donc, c'est vraiment intéressant parce que plus on va aller vite sur tout ce qui est compression ou décompression, plus les outils qui en ont besoin, le Linux, Proxmox ou autre chose, vont être beaucoup plus réactifs pour le coup. Voilà. Donc je tenais à vous partager ça. Donc c'est pas parce que ça vient de Facebook que c'est le mal, hein, parce qu'il y en a qui disent oh là, attention Facebook, tout ça, tout ça. C'est comme Google et tout ça. Ils contribuent quand même largement à l'open source et il y a quand même certains outils, dont celui-ci, qui sont quand même intéressants à connaître et qui sont qui commencent à être largement utilisés. Voilà donc pour cette partie. Donc tu disais, Alex Rum, je regrette qu'il n'y ait pas de retour pour te supporter. C'est-à-dire, vas-y, dis-moi ce que tu entends par là. Tu veux dire financièrement, ce genre de choses? N'hésite pas à compléter. Alors, donc on va passer à la news suivante. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois. C'était la sortie de HarfBuzz. Donc c'était HarfBuzz version 6. Et bien, ce week-end est sortie la version 7 de HarfBuzz. Alors HarfBuzz, qu'est-ce que c'est? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un renderer de fonte, c'est un renderer de texte open source. Alors attendez, je vais vous mettre sur l'accueil du GitHub, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un text shape engine, qui permet de rendre des fontes sur des frame buffers à l'écran, etc., etc. Donc il supporte énormément de formats, dont les formats OpenType, les formats Apple, etc., etc. Ce système de rendu de texte est supporté sur un très 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 grand nombre de plateformes. Donc pourquoi j'en parle ici? Parce que c'est le genre de bibliothèque qui est utilisée dans beaucoup de projets qui sont d'une très grande qualité. Il faut dire que le rendu fait par HarfBuzz est vraiment d'une très très grande qualité et très rapide. Et c'est le genre de choses c'est le genre de bibliothèque qui est une forme de fondation de beaucoup de projets et qui sont le plus souvent oubliés. Donc là, très clairement, par exemple, HarfBuzz va venir, par exemple, titiller un petit peu les plates-bandes de Pango. Pango, donc, qui est aussi un système de rendu texte, entre autres, qui est utilisé notamment dans le projet GNOME depuis plusieurs années. Donc, tout ce qui est, toutes les fontes, tout le texte qui est dessiné, rendu par GNOME, est fait avec Pango. Donc, HarfBuzz vient un petit peu marcher sur ces plates-bandes. Et donc, c'est un projet qui est utilisé à plein d'endroits. Donc, il y a une API qui est très bien faite. C'est un projet, si vous avez besoin de rendre du texte sur des systèmes graphiques, dans des frame buffers, dans de l'embarqué, que sais-je encore, etc., etc., HarfBuzz peut être vraiment un bon compromis pour utiliser, pour arriver à vos fins là-dessus. Donc, vous avez toute une API qui est assez consistante, qui est plutôt bien faite. Je l'ai utilisé une ou deux fois justement pour faire joujou avec. C'est relativement simple, à utiliser. Et en plus, il y a plein d'intégrations qui sont faites nativement. Là, on le voit sur intégration API. Hop, ici, donc c'est intégré à Kero, à DirectWrite, au GDI, à la glib, etc., etc. Donc, c'est un projet qui est quand même assez intéressant et donc qui mérite d'être connu. Voilà. Euh, alors, j'ai pour te supporter. Alors, tu disais, Alex Rum, plus de likes sur Twitter. Mais si tu ouvres un compte sur Kawif, attends, hop, c'est avec plaisir que je t'offrirai aussi un café. Ah, c'est gentil. Alors, c'est super gentil. Moi, pour tout ce qui est support aujourd'hui, je compte pas particulièrement, en tout cas,
à très court terme ou à moyen terme, d'ouvrir un compte sur des plateformes de support, soit pour qu'on me paye quelque chose, etc. Pour l'instant, je ne ressens pas le besoin. Je fais ce partage parce que ça me plaît et je compte pas dessus, entre guillemets, financièrement. Mais si un jour je deviens un véritable influenceur tech, alors attention, je vais mettre les gros guillemets, peut-être qu'un jour j'ouvrirai un compte sur une de ces plateformes. Mais en tout cas, c'est pas l'ordre du jour. Salutaire Atom, bienvenue. Donc, pour revenir donc à Harvebuzz, n'hésitez pas à aller voir un petit peu cette librairie. Si vous avez besoin de rendre du texte sur un écran ou des flammes buffer, etc., etc., je pense que c'est voilà, le genre d'outil, le genre de bibliothèque qu'il vous faut, très clairement. Ensuite, pour la suite, alors on va faire un petit bond dans le temps, si je puis dire. J'ai vu cette news passer, je trouvais intéressant de la partager. C'était la sortie du compilateur, enfin du back-end, du front-end, pardon, Flang, donc pour le Fortran sur LLVM. Donc LLVM est en train de proposer un compilateur Flang pour Fortran Lang, comme il y a Clang aujourd'hui. Et donc c'est un projet qui existe déjà depuis un petit moment et qui avance plutôt bon train. Il est intéressant de voir que en fait, ce projet, il a fait des progrès significatifs. Alors là, c'est ce que j'ai vu sur la page de Phoronix et je suis allé voir effectivement sur la page du projet. Il a fait des projets significatifs sur le support de son langage. Alors, il y a un gros disclaimer pour l'instant, c'est qu'il est vraiment pas bon pour la prod. Pour celles et ceux qui voudraient faire du Fortran et l'utiliser, compiler des projets en prod, etc., ne le faites pas. C'est pas encore bon pour la prod. Mais il a fait des progrès significatifs, notamment sur le support des derniers standards. Vous voyez que le dernier standard, c'est Fortran 2018. Alors ceux qui croient que le Fortran est mort, détrompez-vous. Donc c'est un langage qui est encore pas mal utilisé dans tout ce qui est scientifique. La recherche scientifique, c'est énormément utilisé, l'aérospatiale, ce genre de choses. Donc c'est un langage qui a encore toute sa place dans l'industrie. Alors par contre, effectivement, c'est comme le COBOL, etc., etc. C'est-à-dire des gens qui ont envie de faire du Fortran ou qui maîtrisent encore ce langage, il n'y en a plus des masses sur le marché. Donc autant dire que ces profils, dans certains domaines, sont plutôt relativement recherchés. Donc si vous voulez vous créer votre emploi du futur et entre guillemets être tranquille, apprenez le Fortran et trouvez-vous un emploi quelque part où vous serez critique sur le projet, vous serez tranquille. Mais bon, blague à part, donc Flang avance bon train. Donc vous verrez sur Phoronix, je partagerai ça aussi sur le replay sur YouTube. Je vous mettrai le lien vers Phoronix, donc il parle assez régulièrement de Flang. Et hop, si on repart sur la page, je ne sais plus s'il était là. Voilà, il y a eu une vidéo. Il y a une vidéo qui a été faite et qui a été prise au FuzzUp 2023 sur le sujet de Flang. Donc ça peut... et donc il y a aussi un PDF qui vient avec. Alors, hop, il est là. Donc allez voir, c'est assez intéressant. Je pense que ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit sur tout ce qui est outils, compilateurs, chaînes de compilation, d'autres langages qui sont moins connus, moins utilisés, par exemple le JavaScript, le C, le C++, le Rust, etc. etc. Donc voilà, donc il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et donc pour accompagner ces slides, donc, il y a une vidéo sur YouTube qui était prise au FOSDEM de cette année-là. Donc c'est tout frais, hein, ça date d'il y a 10 jours à peine. Une semaine même, d'ailleurs, puisque c'était la semaine dernière. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit en bas? Python, 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 Python. Alors, on me dit Python a plus live que Fortran ou rien à voir pour le calcul. En fait, pour répondre à ta question, Anne vue, c'est que Python et Fortran ne sont pas du tout faits pour les mêmes usages. Déjà, Python, c'est un langage qui est très clairement interprété, même s'il se base sur une machine virtuelle avec un bytecode. Fortran, ça génère en général c'est une compilation ahead of time, donc un peu comme le C, le C++, donc ça génère un binaire exécutable avec des performances qui sont garanties et des contraintes comment je dirais, sur la sécurité du programme qui sont aussi garanties.
Donc, c'est aussi pour ça que c'est beaucoup utilisé dans l'industrie, par exemple, aérospatiale ou dans la recherche scientifique, parce que il y a beaucoup d'outils qui vont avec le Fortran qui permettent d'apporter aussi une preuve formelle que notre programme est juste. Voilà, donc c'est très très différent. C'est quelque chose qu'on n'a pas, par exemple, avec le Python. Donc, en termes de perf, par contre, effectivement, Python, si on utilise ces Python, bien sûr, les perfs ne sont pas forcément super bonnes. Sachez qu'il existe beaucoup de JIT Python. Il y a même des projets, j'en ai déjà parlé sur Twitter, hein, des projets de compilateurs Python pour pouvoir générer donc, du code binaire, du code machine, un exécutable. Donc, là, pour le coup, les perfs sont bien meilleurs, au détriment, par contre, de certaines caractéristiques ou fonctionnalités du langage. Évidemment, parfois on peut perdre quelque chose. Python est designé à la base pour être plutôt interprété et éventuellement compilé à la volée. Donc en termes de perte, de toute façon, Python, je ne vais pas revenir dessus. Il a l'avantage d'être assez généraliste et assez accessible pour beaucoup de développeurs, ce qui n'est pas forcément le cas de Fortran. Mais voilà, les usages ne sont pas exactement les mêmes, je dirais. Et on ne s'adresse pas du tout à la même population. Donc voilà. Heu, Après, Fortran, je vous ai parlé ce matin. Alors, je vais vous afficher ça. Je vais faire quelques onglets d'abord. Hop. Alors, ce matin, je vous ai parlé, de ma petite news du matin, c'était sur EndeavourOS. Donc EndeavourOS, dont j'avais déjà parlé, durant les mois et les années précédentes. Donc c'est un projet de distribution Linux qui est basé sur Arch, Arch Linux. Donc c'est un projet vraiment qui est destiné plutôt, on va dire, à l'utilisateur final, puisque si vous prenez Arch Linux, quelque part, ça demande quand même certaines compétences de base sur la maîtrise de Linux, etc., puisque c'est pas forcément quelque chose qui est très facilement accessible, on va pas se mentir, c'est pas comme une Ubuntu desktop ou une Linux Mint desktop. Et donc, EndeavourOS vient justement combler, entre guillemets, un petit peu ce manque, ou en tout cas cet objectif d'avoir une distribution qui soit user-friendly, basée sur Arch Linux. Donc, il y a la version Cassini Neo qui est sortie, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc, alors, toutes les versions de EndeavourOS, elles ont tout un nom qui est relatif à l'espace. Donc, Cassini pour la sonde Cassini-Huygens et donc pour l'astronome Cassini. Donc, tous les numéros de version, tous les noms de version sont basés sur quelque chose qui est relatif à l'espace. Et donc, ce que je vous propose là, c'est on va aller très clairement tester la distribution en live et on va aller l'installer sur une machine virtuelle tranquillement. Comme ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça s'installe. Et puis, si ça vous plaît, vous pourrez vous dire, bah tiens, je pourrais la tester sur une de mes machines chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? As-tu parlé la semaine de la dernière bêta de Kotlin qui intègre Kotlin Wasm? Je crois que la semaine dernière, j'ai dû faire passer ça de mémoire. Alors, je sais que j'ai vu la news. Je sais que j'ai vu la news sur Kotlin donc, qui intègre Wasm. Je ne sais plus si je l'avais partagé sur Twitter. Mais oui, en tout cas, j'attends avec impatience que la version finale de Kotlin avec le support Wasm arrive. Parce que comme ça, du coup, je pourrais en parler sur Twitter. Et puis en plus, je suis certain que ça fera très plaisir à l'ami Philippe Charrier, alias Kigorg, puisque lui, c'est le spécialiste français du Wasm et il est à fond là-dedans. Donc, c'est assez intéressant. En tout cas, le fait qu'il y ait un backend Wasm, ça devient vraiment super intéressant, je trouve. Donc, on dit pour Arch, ça s'est beaucoup simplifié avec Arc Install, mais Endeavour reste toujours plus accessible. Ouais, tout à fait, lui, ouais, ouais, tout à fait. Là, vraiment, Endeavour est vraiment très, très dédié à l'utilisateur final pour avoir un desktop clé en main. Donc, ce que je vous propose, hop, je vais aller sur un de mes nœuds Proxmox, un nœud de test. Je vous affiche ça là. Donc, j'ai créé une machine virtuelle toute vierge dans laquelle on va installer EndeavourOS. Donc, en termes de machine virtuelle, là, ce que j'ai fait, j'ai créé une machine virtuelle avec 4 Go de RAM. J'ai mis quoi, 6 cœurs de CPU. Après, il doit y avoir 32 Go de disque et le live CD, l'image ISO donc du live CD de EndeavourOS Cassini Neo. Voilà, donc rien d'exceptionnel, une interface réseau, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre l'installation et on y va.
c'est parti. Donc ça boot sur l'écran de boot. Alors par défaut, il va nous proposer le live avec le live par défaut, donc avec support x86, 64, très classique, etc. Il propose aussi de pouvoir booter directement avec le support NVIDIA, si vous avez une carte NVIDIA, une carte 3D, directement, donc avec les pilotes intégrés, donc ce qui peut être pas mal pour pouvoir tester en live CD si vous avez du matériel NVIDIA avec du support accéléré qui va bien. Voilà. Sinon, vous avez le support fallback avec no mode set, etc. C'est-à-dire vraiment en mode fail-safe au cas où vous avez du matériel potentiellement un petit peu exotique. Voilà. Donc, on va booter sur la partie default et on va y aller tranquillement. Donc, c'est le temps que ça boot. Alors... Ça y va, ça y va, ça boot tranquillement. Donc là, c'est un petit peu long en boot, puisque bien sûr, c'est moi déjà, je suis dans une VM qui est sur un nœud Proxmox qui n'est pas forcément super rapide. Et puis, c'est le temps qui charge tout en mémoire, hein, puisque vous connaissez le principe du live CD. Il charge tout en mémoire, il décomprime tout en mémoire, il lance un OS complet sans toucher au disque. Voilà. Alors, nous y voilà. Attends, je vais reprendre hop, ma VM. Voilà, elle est chargée. Donc, on arrive sur un environnement de bureau qui est basé sur XFCE, voilà, donc qui est fortement tuné par le projet EndeavourOS. Ce bureau est plutôt coloré, je trouve ça plutôt sympa, les couleurs, le look and feel, tout ça, c'est plutôt, je trouve ça plutôt agréable. Après, on pourrait toujours dire que ouais, mais ce genre de truc un petit peu fancy, ça fait pas professionnel, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, après, les goûts et les couleurs, bref. Ouais, oui, Fabien, ouais, c'est un Internet de 2 gigas, ouais, ouais, tout à fait. Donc, tiens, première chose que je vais faire, on va changer la résolution. Hop, on va mettre la résolution adaptée à mon afficheur. Voilà, comme ça, vous allez voir. Voilà, ça s'adapte automatiquement. Et puis, bah, on va lancer l'installeur, hein. On va faire ça. Allez, soyons fous. Alors, ouais, Alexstrom, ouais, ce sont des accros d'astronomie. Et comme moi, ouais, je suis un véritable accro à l'astronomie aussi, donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais pour autant, je basculerai pas personnellement sur EndeavourOS. Je reste sur ma Linux Mint parce que je trouve que c'est vraiment un environnement qui est vraiment bien intégré, sympa, ultra stable. Donc, mais ça vaut le coup de donner une chance à EndeavourOS. Alors, il nous propose deux types d'installation, une méthode online sur laquelle il va télécharger tous les paquets, ou une méthode offline sur laquelle il va récupérer les paquets depuis l'image ISO, et après on pourra mettre à jour. Donc moi je vais prendre la méthode offline, tranquillement. Donc il va lancer l'installeur. Alors allons-y. Ça y est, ça vient. Bienvenue dans l'installeur d'EndeavourOS. Donc ce qui est bien, c'est qu'il m'a déjà détecté d'office que j'étais en français, donc ça c'est plutôt cool. Donc il nous propose éventuellement la langue qu'on peut changer ici. Donc on va faire suivant. Il nous propose directement Europe Paris. Donc ça c'est bien. Tous les installeurs le font pas. Je ne sais pas sur quoi ils se basent. Est-ce qu'ils se basent sur l'adresse IP ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Donc par défaut, langue du système français, tout ça, tout ça. Donc on n'a pas besoin de modifier. Alors si on voulait, on pouvait modifier leur système. On pourrait modifier comment sont représentés les nombres, les dates, etc. Comme le font beaucoup d'installeurs Linux. Voilà, il nous propose le mapping du clavier. Donc là, un clavier AZERTY, quoi de plus classique. Donc on pourrait changer, j'en sais rien, si vous avez du Bepo ou un autre layout de clavier, vous pouvez choisir. Donc on va laisser sur le défaut. Ensuite, il nous propose le chargeur de démarrage. Il peut nous proposer donc d'installer Grub dans le cas d'une machine où il n'y a rien d'installé dessus, mais on pourrait dire on ne veut pas de bootloader, auquel cas il faudrait utiliser le bootloader si on est par exemple en dual boot, le bootloader de l'OS qui est déjà installé pour pouvoir déclarer EndeavourOS. Donc là, on va lui dire d'installer Grub puisque le disque est vierge. Ensuite, on arrive sur la partie partitionnement. Donc, il a détecté mon disque virtuel, donc 32 Go/dev SDA. Il nous propose de faire soit effacer le disque, soit faire un partitionnement manuel. Et comme on est feignant et que c'est pour la démo, on va se dire c'est une installation fraîche. Donc on va aller effacer le disque. Et il nous propose, je trouve ça plutôt intéressant, c'est pas beaucoup de distributions le proposent, de se dire est-ce qu'on veut du swap?
Donc, est-ce qu'on veut un swap avec hibernation, sans hibernation, un swap dans un fichier ou aucun swap? Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que des fois, quand on a une machine avec beaucoup de mémoire et qu'on n'a pas forcément envie d'un swap, bah, on va laisser sur aucun swap et c'est très bien. Voilà, et il nous propose aussi éventuellement d'aller chiffrer le système. Ça, c'est plutôt cool. Donc, si on clique sur chiffrer système, il va nous proposer donc de saisir une phrase secrète et de la confirmer. Et c'est cette phrase qui permettra au boot qu'on rentrera, qui permettra de déchiffrer le disque et donc de pouvoir avoir accès à ces datas. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, Fabien, tu dis quoi? C'est quand ils envoient tes clés privées à la NSA en échange, ils ont ton adresse. Ah ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors, suivant. Bah, écoutez, elle me demande mon nom, mon prénom, comme ça la NSA saura exactement qui je suis. Donc Olivier Poncet, allez, on va mettre Poncetto 91. Hop. La VM, je vais mettre son nom, toc. Un petit mot de passe. Voilà. Et il nous demande si on veut démarrer la session sans demander de mot de passe. Des fois, ça peut être utile dans le cadre d'un système de type kiosque, si vous voulez mettre à disposition pour le public. Et il nous propose d'utiliser le même mot de passe pour le compte administrateur, mais sachant qu'on pourrait, si on décoche ça, avoir un mot de passe qui est différent pour l'utilisateur root. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est des petits refinements que je trouve assez intéressants. Donc suivant, donc il nous récapitule un petit peu ce qui va se passer, et comme tout va bien et que tout nous plaît bien, on va cliquer sur installer. Installer maintenant, et c'est parti. Donc l'installation se déroule tranquillement. Il nous affiche une jolie petite image, et ce qui est aussi intéressant, comme pas mal d'installateurs de distribution, on peut faire toggle log et de voir ce qui se passe au niveau des logs d'installation. Donc on voit exactement ce qui se passe. Ça peut être très très utile dans le cas où il y a une erreur, ou si on est curieux de voir exactement ce qui se passe, ce qui fait à l'installation. Donc pour la plupart des gens qui sont pas tech, je dirais que ce sont des données qui sont plutôt absconses, mais pour les gens qui sont un petit peu plus expérimentés, ça peut être intéressant de voir ce qu'il fait. Donc voilà, bah, il nous affiche des slides au fur et à mesure. Donc on va juste attendre patiemment les 3-4 minutes qui vont bien pour qu'il décomprime tout, qu'il installe tout. Et après, normalement, on pourra booter fièrement sur notre nouvelle OS EndeavourOS. Donc, André, tu me dis, je ne sais pas si tu regardes les vides de DistroTube. À chaque install de distro, il configure un compte utilisateur avec un mot de passe très sécurisé de 2 caractères tout en gardant son sérieux. Je suis payé à chaque fois. Non, j'ai jamais regardé DistroTube. Donc c'est une chaîne YouTube, c'est ça? Attends, je vais aller regarder ça sur mon navigateur. Hop, Zoo. Alors, je ne connais pas du tout. DistroTube. Il y a tellement de choses à regarder sur... Ah oui, effectivement. Il y a tellement de choses à regarder sur le net, à lire, etc., que je connais pas toutes les chaînes. Ouais, chaîne YouTube d'un passionné Linux. Ah bah écoute, je vais me mettre ça en bookmark et puis j'irai voir. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Ça se trouve, j'ai déjà dû passer sur sa chaîne une ou deux fois, et puis j'ai peut-être pas imprimé dans mon petit cerveau, mais non, mais c'est cool. Bah écoute, j'irai voir ça. Ouais, je trouve aussi c'est sympa ce genre de chaîne, justement, de pouvoir tester, bah, un peu comme je vous le fais là un petit peu en live. Ça permet de tester des distributions, puis comme ça les gens, avant même de télécharger l'ISO et de se dire: «Ah c'est chiant, faut que je mette une VM, ou faut que j'ai une machine pour pouvoir tester», au moins ça permet de se dire: «Est-ce que ça vaut le coup pas de tester?» Donc salut Romain, bienvenue, salut Arnaud et bienvenue aussi, donc Metal Amstrad aussi. Ah, Metal Amstrad. Donc, bah, bienvenue à toutes et tous les nouveaux. J'espère que ce que vous voyez vous plaît. Alors, je reviens sur ma VM qui est en cours d'installation. Allez, ça met un petit peu de temps. Comme je vous ai dit, l'hyperviseur là qui a la VM, c'est un hyperviseur de test. Il a pas un CPU incroyable. Et pareil, les IO sont pas incroyables. C'est sur un disque, c'est sur une grosse partition ZFS. Donc ça prend un petit peu de temps parce que les IO des disques sont pas incroyables non plus. Donc je vous demande juste de patienter encore un tout petit peu, mais là c'est en train de s'accélérer, là sur la fin ça devrait aller relativement vite. Donc par contre, pendant que ça s'installe, sachez que rien ne nous empêche d'aller faire joujou avec la distribution, hein. Hop, on va aller là, on peut aller cliquer ici. Donc ça peut ralentir un petit peu le système, mais bon, je sais pas trop ce qui se passe.
Ah voilà, ça y est, j'ai récupéré mon focus. Voilà, donc vous avez le menu, le fameux menu démarrer, comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est rangé avec les accessoires, les outils de développement, les graphismes, l'internet, tout ça. Tout ça, c'est ce qu'on va retrouver de toute façon dans la distribution qui va être installée sur le disque dur. Mais en tout cas, vous pouvez déjà jouer avec la version live si vous ne voulez pas installer sur une machine. Voilà, ah, ça y est, il a presque fini. Il prépare le bootloader, il va finir tout ça, et puis on va pouvoir redémarrer tranquillement. Allez, allez. Allez, allez. On se dépêche. Ça, c'est le problème des installations live, c'est que des fois, ça prend un petit peu de temps. Alors, je trouve que sur les installations live qui sont, il nous propose de redémarrer, qui sont basées plutôt sur des Debian, je trouve que c'est plus rapide. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que là, par exemple, pour Arc, c'est un petit peu plus lent. Mais bon, c'est peut-être juste une perception, hein. Allez, nous voici en train de booter tranquillement. Donc, il nous a bien installé l'OS. On peut donc démarrer directement sur l'OS, installer ou changer, avoir des options avancées. Comme on est feignant, hop, on va faire démarrage normal. Donc, il démarre sur la VM. Et voici, on a booté. C'est quand même plus rapide une fois que c'est installé plutôt qu'en live. Alors, on va rentrer le mot de passe magique. Et nous voici directement sur Endeavor. Donc, il nous dit qu'on est connecté au réseau, ça tombe bien. Ensuite, il nous affiche le welcome start, là, je sais pas comment on peut appeler ça, le panneau de bienvenue, sur lequel il nous récapitule un petit peu avec des boutons raccourcis, tout ce qu'on peut faire très rapidement, juste en un clic. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le menu démarrer, hein. Vous faites welcome et vous avez directement ici welcome si jamais vous le fermez. Donc le welcome launcher. Donc première chose qu'on va faire aussi, on va faire comme tout à l'heure, on va changer la résolution d'affichage. Boum, ça c'est fait. Voilà. Et donc bah là, vu qu'on a installé depuis l'image ISO, une des choses qu'on peut faire, c'est de se dire, on va aller faire les mises à jour. Alors, les mises à jour système, les voici. Clic. Donc, il nous ouvre une petite fenêtre qui va bien. Il nous demande le mot de passe route. Hop, on rentre le petit mot de passe. Et il va aller télécharger donc toutes les mises à jour. Il nous demande si on veut installer. Je vais faire oui et ça devrait aller assez vite. Ce qui est pas mal avec le gestionnaire de paquets, c'est que par défaut, il fait tous les téléchargements, tout ça en temps réel. Donc ça va quand même relativement vite et les miroirs qu'on utilise là par défaut sont quand même assez efficaces. Alors Alex Rom, tu me dis quel est le plus de cette distribution par rapport à une Fedora pour un novice? Bah, disons que là-dessus, bah, c'est très différent. Déjà, le système de gestionnaire de paquets de Fedora, donc c'est RPM. Fedora, il y a beaucoup de choses, de logiciels notamment, qui ne sont pas open source ou qui ne sont pas disponibles. Mais je ne saurais pas dire. En fait, le problème, c'est des distributions Linux. C'est une question de goût, de couleur, d'affinité avec le gestionnaire de paquets, la façon dont la distribution est conçue. Tiens, il nous propose de rebooter, donc on va les rebooter tranquillement. Hop, redémarrer. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est est-ce que les mises à jour de distribution sortent, est-ce qu'il y a des releases souvent, quels sont les logiciels qui sont fournis par défaut, et pareil, les logiciels tiers qui viennent de l'extérieur. Ça peut être par exemple, j'en sais rien, pour des devs, ça peut être les paquets Docker, tout ça, etc. Est-ce que c'est supporté out of the box ou pas dans la distribution? Est-ce qu'on doit faire des manipulations, des incantations douteuses pour pouvoir installer certains logiciels extérieurs, etc. Donc c'est très compliqué. Voilà, le fait est, c'est que Ubuntu est quand même par exemple une version, enfin une distribution Linux qui est vraiment qui est la plus représentative du marché. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de paquets qui existent pour. Et c'est pour ça que j'utilise Linux Mint qui vient rajouter aussi, on va dire, sa vision de l'interface utilisateur, etc. C'est pour ça que j'utilise plutôt Linux Mint et d'autant plus que je préfère nettement le gestionnaire de paquets APT, qui je trouve est vraiment l'un des plus puissants qui existent
Mais ça c'est pareil, c'est une affaire de goût de couleur. Donc Fedora est une super distribution, mais je suis pas très fan par exemple du gestionnaire de paquets RPM, là pour le coup. Ou des outils qui viennent au-dessus de RPM. Donc je pense notamment à Yum et tout ça, etc. Alors on va hop, se reconnecter à la VM. Nous y voici. Ah, je sais pas pourquoi il m'a perdu ma résolution. Je ne sais pas si c'est un bug ou quoi. Hop, allez, on va rechanger la résolution. C'est ici. Tac. Voilà. Donc, globalement, pour un utilisateur ou une utilisatrice assez classique pour faire de la bureautique et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va retrouver ici différents espaces de travail. Vous allez avoir accès à votre navigateur web qui est Firefox par défaut. Mais si vous préférez utiliser par exemple Chrome ou en tout cas Chromium, vous pouvez directement l'installer. Hop, on peut le faire directement via le système de Welcome là. Hop, on va aller là. Alors que je retrouve mes petits, c'est que je retrouve ça. Assistant, voilà, et je sais plus où c'est. Ajout d'application. En plus, c'est marqué en gros là. Choisir les applications populaires à installer. Voilà, donc vous cliquez là, le browser, ici, vous dépliez le truc, il vous propose Chromium, toc, on sélectionne, là on voit, ça par contre en termes d'interface, c'est pas génial parce que la petite coche elle est à droite, donc tout à l'heure j'avais testé et je m'étais dit mince, comment je sais qu'il va installer Chromium ou pas. Alors en fait il y a une petite coche tout à droite ici, ils auraient mieux fait de la mettre à gauche je pense. Donc une fois qu'on a choisi le soft, on fait Install Now, hop, il nous demande le mot de passe, et il installe le Chromium tranquillement. Et comme ça, vous vous retrouvez avec un navigateur Chromium installé sur votre système. Boum, on va le retrouver donc dans Internet, ici Chromium. Voilà. Donc c'est relativement simple, je dirais, à prendre en main. Une fois qu'on a trouvé une fois qu'on a trouvé un petit peu ses marques, ses repères, donc c'est assez facile, je dirais, pour un utilisateur un peu lambda, euh, de pouvoir installer en tout cas des outils assez classiques. Là, si vous voulez installer Visual Studio Code, boum, on clique sur Code, faites Install Now et c'est parti. Mais qui utilise Visual Studio Code alors que finalement Vim c'est la seule chose qui compte. Allez, on lance un petit troll au passage, ça fait toujours plaisir. Ah salut Andrew, j'avais pas vu que tu étais parti. Voilà. Alors tu disais Alexandre, Ubuntu a la réputation de prélever les données à l'insu des utilisateurs. Oui, tout à fait. Ubuntu a tendance à faire ça. C'est aussi pourquoi j'utilise Linux Mint, qui est une distribution qui ne le fait pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, par exemple, Ubuntu essaye de privilégier son système de paquetage Snap au détriment de APT. Et c'est pour ça que, par exemple, Linux Mint, eux, retirent tout ce qui concerne Snap et Snapdaemon de leur distribution. Et donc, on reste plutôt sur une forme de Debian améliorée, on va dire. Voilà. Donc VS Code a aussi cette réputation. Ah ouais, mais clairement, mais VS Code, alors sachez que VS Code récupère les données des utilisateurs, fait de la télémétrie et les envoie à Microsoft. C'est pour ça, si vous voulez ne pas avoir cette problématique, utilisez plutôt VS Codium, un peu comme Chromium, donc qui retire toutes les parties qui sont liées à Microsoft spécifiques. D'éviter d'être tracé. Voilà, comme Chromium retire tout ce qui touche directement à Google même. Donc c'est Chrome moins les outils de Google et VS Codium c'est VS Code moins les outils de Microsoft. Voilà. Mais bon. Donc voilà, je voulais juste vous présenter donc cette distribution EndeavourOS qui je trouve est plutôt sympa. Elle est assez rapide, elle est agréable, facile à installer. Donc si un jour il vous prend l'envie de tester une petite distribution là pour faire de la bureautique de l'internet et bosser un petit peu, voilà, ça peut être une très bonne alternative, sachant que Arch Linux c'est quand même une distribution qui a une documentation qui est plutôt bien faite aussi. Il y a une très grande communauté, donc voilà, ça peut valoir le coup parfois de switcher, de tester autre chose. Voilà pour cette partie distribution. Et puis, il est déjà 13h05, mais comme l'ami Thierry ne stream pas aujourd'hui, je vais vous parler d'un dernier sujet. J'en ai parlé ce week-end. J'ai posté ce tweet donc, qui va s'afficher là.
tout de suite. Donc, je postais ce tweet parce que la semaine dernière, je suis allé à Rennes pour Software Crafters Rennes pour donner mon talk sur l'émulation. Et donc, les dernières fois où j'ai donné ce talk sur l'émulation, donc à Snowcamp, à Software Crafters Rennes, etc., je me suis rendu compte que c'est un sujet qui passionne énormément de monde. Donc, en termes d'émulation et de rétro gaming, mais pas que, c'est-à-dire vraiment les sous-jacents, comment je dirais, les sous-jacents techniques derrière, et notamment le sujet de tout ce qui est recompilation dynamique ou statique, puisque c'est un sujet que j'aborde dans mon talk, c'est-à-dire les différentes techniques d'émulation, interpréteur, recompilation statique de code, recompilation dynamique de code. Et j'ai eu beaucoup de questions sur les sujets, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de proposer un talk sur le sujet, de montrer en 50 minutes, en faisant un tout petit peu de live code, de montrer comment fonctionne une machine virtuelle avec une JIT, et donc qui permettrait donc d'interpréter, on va dire, alors quelque chose qui reste très simple, hein, une machine virtuelle très simple avec quelques instructions. Je pensais par exemple développer une calculatrice RPN, qui génère un bytecode. Ce bytecode est exécuté, et lorsque le bytecode est exécuté, on génère à la volée le code machine, et lorsqu'on veut réexécuter le code, le programme de la calculatrice RPN, de directement débrancher sur le code machine qui a été généré et l'exécuter. Donc, je me dis que c'est un sujet qui pourrait être super intéressant et qui plairait à pas mal de monde. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ça, là, ce week-end, un petit peu dans ma tête, et j'ai commencé à travailler un petit peu sur le sujet. Et je suis en train de préparer un petit code, là, assez rapidement, là, qui tient pour l'instant en globalement 500 lignes de code. Alors, je vais essayer de vous afficher ça à l'écran. Hop, voilà mon terminal qui arrive. Zou. Donc j'ai créé un petit projet qui s'appelle pour l'instant JIT, qui se compile, déjà c'est déjà ça, et donc qui propose toutes les bases d'une JIT en globalement moins de 600 lignes de code. Donc avec quelques petites classes utilitaires pour tracer, une machine de... Donc voilà. Ah, attendez, j'arrive ici. Voilà, une classe virtual machine qui permet d'interpréter un certain nombre d'opcodes. Pour l'instant, je suis parti sur ceux qui doivent reconnaître quelques opcodes du Z80. Et donc, qui permet donc de pouvoir translater du code à la volée, et donc de générer du code machine, et donc de pouvoir l'exécuter. Par exemple, si je vous montre le code qui génère, par exemple, ici, voilà, un op, voilà, je vais émettre un byte x8664 0x90 qui veut dire un op. J'ai commencé à implémenter différentes instructions de base pour créer les prologues de fonctions, les épilogues de fonctions, pour pouvoir exécuter, appeler une fonction depuis le code généré, etc., etc. Donc je suis en train de préparer ça, et donc là j'ai mon code de test qui permet donc, j'ai une séquence d'opcode ici, d'opcode de la machine virtuelle, et qui sont envoyés directement dans la VM, et qui sont exécutés, translatés à la volée. Et la deuxième fois où j'exécute le code, évidemment, c'est le code machine qui est exécuté. Donc à quoi ça ressemble, hein, globalement. Hop, mec. src/JIT. Donc globalement, la première phase d'exécution, c'est-à-dire je prends ma liste d'opcodes, je l'envoie à ma machine virtuelle qui l'interprète et les translate à la volée. Et la deuxième fois, donc, je récupère un pointeur sur du code qui a été généré, du code machine x8664, et du coup je n'ai plus besoin d'interpréter le code de la machine invitée. C'est directement du code machine, ici, qui est exécuté du x8664, donc qui du coup n'a pas le surcoût de l'interprétation en temps réel. Voilà. Donc je suis en train de travailler un petit peu sur le sujet pour essayer de formaliser quelque chose. Je vais essayer d'écrire un abstract, et je vais essayer de proposer cet abstract-là. Je vais essayer de faire ça dans la semaine, proposer cet abstract au Camping des Speakers, parce que j'ai déjà proposé un sujet, mais je vais proposer ça, Camping des Speakers, à Sonitech, à Riviera Dev, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, et donc montrer en 50 minutes globalement les fondamentaux de l'écriture d'une JIT, comment ça fonctionne, et que ça n'a rien
ça n'a rien de mystique. Voilà, l'idée, c'est de démystifier le truc et de montrer qu'on peut le faire sans avoir recours, par exemple, à LLVM. Il y a des gens qui m'ont dit: «Oui, mais tu peux utiliser LLVM et cetera». LLVM, c'est une infrastructure de compilation qui a aussi une JIT qui est vraiment, super puissante, mais c'est une grosse infrastructure de code à prendre en main et donc à intégrer dans un projet et par exemple, dans l'émulation, dans le rétro gaming, pardon, on ne peut pas utiliser LLVM pour la simple et bonne raison, c'est que les performances de LLVM sont trop basses pour pouvoir le faire en temps réel. Il y a des gens qui ont déjà essayé, moi je m'y suis déjà frotté et le fait est, c'est que LLVM n'est pas fait pour faire de l'émulation, enfin de la translation de code en temps réel dans un émulateur. Mais bon, mais du coup, ça c'est je veux juste montrer puisque ça c'est des choses que j'ai déjà écrit, pour des projets professionnels, il y a longtemps, mais donc là je suis en train vraiment de réécrire une mini digit donc qui permettrait d'exécuter, enfin générer du code machine et de l'exécuter. Alors on me demande si mon JIT c'est du Java. Comment ça? Non, non, pas du tout. Là, c'est du code qui est écrit en C++. Ce code et les opcodes pour l'instant c'est des pseudo-opcodes hein, d'une pseudo-machine haute, d'une pseudo-machine invitée, pardon. Et donc là, comme je disais, je vais essayer d'écrire un petit programme de calculatrice RPN qui prend un certain nombre de bytecode pour pousser des nombres, ajouter des nombres entre eux, les diviser, les multiplier ensemble, machin, etc. Donc d'avoir une forme d'opcode très simple, une forme d'assembleur très simple d'une machine virtuelle très simple, et donc de pouvoir au fur et à mesure qu'on interprète ce code, la première fois, donc de générer le code machine, et ensuite la deuxième fois, on a du code compilé, on l'exécute, et donc de démontrer le gain en performance. Voilà. Voilà pour ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur Twitter si ce genre de sujet vous intéresse. Je pense que je partagerai assez rapidement sur ce sujet. Là, ça m'est venu comme ça et je me dis que c'est vraiment un sujet qui intéresse pas mal de monde. Donc, du coup, je partagerai le code que j'ai écrit aux gens qui s'intéressent dès que j'aurai un petit truc un peu mature. Voilà, voilà. Donc, alors bientôt, Olivier va écrire son langage avec son propre compilo et tout. Mais en fait, ça vu que ça a déjà été fait, je l'ai déjà fait, notamment dans le domaine professionnel où j'ai travaillé beaucoup sur des domaines specific language sur lesquels qui étaient compilés dans des bytecodes de machines virtuelles qu'on avait spécifiquement conçues sur le sujet et pour lequel, pour gagner en perf, parce que j'ai bossé en finance de marché sur des trucs en haute fréquence aussi. Sur lesquels j'avais écrit un recompilateur dynamique qui permettait de générer du code machine et donc d'avoir une vitesse d'exécution qui soit maximale en évitant le surcoût justement de l'interprétation du bytecode. Donc tu vois, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et c'est pour ça que je profite un petit peu de mon expérience sur le sujet pour en parler et pour pouvoir montrer que c'est des choses qui sont entre guillemets relativement accessibles, même si c'est un peu technique, c'est quand même relativement accessible puisque ça n'a rien de très sérieux. Il faut juste redescendre un petit peu au niveau assembleur, etc. Mais ça n'a rien de foufou, entre guillemets. La complexité, elle est juste... ça a l'air d'être complexe, mais en vrai, ça l'est pas tant que ça. Voilà. Voilà pour ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être passés me voir. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous tiens au courant pour mon sujet de talk. Je pense que je vais écrire ça, l'abstract et le shooter dans la semaine. Et puis je vous dis normalement à la semaine prochaine. Oui, c'est ça, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.